Bonjour à tous. On va chacun, je pense, à peu près se présenter et se situer par rapport à la problématique de ce matin. Donc, un film en Bretagne, donc Film en Bretagne est un collectif de professionnels qui rassemble tous les intervenants de l'écriture jusqu'à la diffusion. Et donc, on travaille de concert avec la région Bretagne, notamment sur des réflexions de fond et notamment sur les questions d'audiovisuel public depuis un certain nombre d'années. Il y a 2 ans, quand il y a eu certaines élections présidentielles puis législatives, la question s'est posée de nourrir la problématique de la décentralisation qui allait revoir le jour dans la mandature actuelle, puisque avait été annoncé très tôt un acte 3 de la décentralisation après celui des années 80 sous Gaston Defferre et celui de 2002 sous Raffarin. Dans ce cadre-là, on a donc mené 2 actions parallèles qui sont une mission de réflexion qui s'appelle Réinventons l'audiovisuel public, qui est une publication internet depuis un peu plus d'1 an, qui est fréquentée par une quinzaine de milliers de personnes différentes, avec des contributeurs et une revue du web, des articles spécifiques, donc pour essayer de cerner cette question de l'audiovisuel public, qui est une question dont on va débattre ce matin notamment, et aussi de sa régionalisation, enfin de la décentralisation, d'une réinjection de diversité dans cet audiovisuel public qui est bien en peine, vous n'êtes pas sans le savoir. Donc il y a cette mission donc, de réflexion, et d'autre part il y a une mission pratique d'essayer de trouver une forme pour un audiovisuel public décentralisé à proposer dans le cadre de cette loi, puisque la décentralisation Raffarin a proposé un dispositif d'expérimentation qui permet à certaines régions sur 3 ans, 5 ans, avec des fonds de l'État, de mettre en œuvre des expérimentations dans tous les domaines, pour après éventuellement envisager une généralisation de ces expérimentations. Donc la région Bretagne a proposé, en concertation avec Film en Bretagne, un volet de décentralisation audiovisuelle qui a été inscrit ensuite dans le pacte d'avenir. Vous avez entendu parler du pacte d'avenir, il y a eu la révolte des bonnets rouges à l'automne, agitation politique, il fallait vite trouver de quoi colmater la brèche, donc il y a eu une négociation dans l'urgence sur des secteurs économiques forts de la Bretagne qui sont l'agroalimentaire et l'automobile. Et on a glissé là-dedans un petit volet culture et audiovisuel dans lequel on essaie de trouver des moyens de mettre en œuvre cet audiovisuel public décentralisé. Et nous, la forme qu'on lui a donnée, on a travaillé sur 3 axes, enfin, les acteurs de la région ont travaillé sur 3 axes. Il y a France 3 Région qui a proposé une régionalisation de France 3, on verra après quelle figure ça peut prendre. Enfin, en gros, il y a les 2 lignes, mais Olivier en parlera mieux que moi sans doute. Il y a l'inversion de la tendance. Aujourd'hui, France 3 est une chaîne nationale à vocation régionale avec quelques décrochages, une douzaine d'heures par semaine de programmes régionaux. L'idée était d'inverser la donne, c'est-à-dire de faire une chaîne, des chaînes régionales avec des décrochages nationaux quotidiens. Et puis l'autre modèle, c'est Via Stella, qui est une chaîne de plein exercice, qui existe donc en Corse depuis 5 ans, qu'il faudrait examiner de près pour essayer de comprendre l'intérêt d'une telle chaîne. Bon, c'est une chaîne qui coûte quand même 25 millions d'euros supplémentaires du budget de France 3 à Corse, donc ça vient s'ajouter. Argent totalement indisponible aujourd'hui, donc c'est un modèle qui n'est pas généralisable. Mais en Bretagne, il y en a qui rêvent à un Via Stella breton. L'autre volet en Bretagne, c'est les télévisions locales, mais là aussi Dominique est mieux placé que moi pour en parler. Mais enfin, en Bretagne, il y a un fort tissu de chaînes locales qui couvrent la quasi-totalité du territoire en termes d'accessibilité des publics. Et il y a une unité de programme qui fédère l'ensemble de ces chaînes locales et qui donc coproduit une cinquantaine, même voire plus, entre 50 et 70 œuvres par an, moyennant un contrat d'objectifs et de moyens abondé par la région. Vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui vous paraissent un peu trop complexes. Et puis le troisième volet, c'est le volet porté par les professionnels, mais en concertation avec les télévisions. C'est une plateforme, donc un média global de services publics sur le web, et axé très nettement sur la culture. Un média culturel type France Culture, type Arte, etc. Mais bien sûr avec des caractéristiques spécifiques à notre milieu. Il faut savoir qu'en Bretagne, il y a une filière professionnelle très abondante, assez expérimentée maintenant, parce qu'il y en a qui sont sur le terrain depuis longtemps.
Il y a un très fort réseau de diffusion culturelle. D'ailleurs, je pose aussi la question de savoir où s'arrête l'audiovisuel public. À mon sens, l'audiovisuel public ne se limite pas à la télévision. Il concerne toutes les actions qui mettent en relation des œuvres audiovisuelles et des publics. Donc ça inclut l'éducation à l'image, etc. Donc voilà, j'ai fait une longue introduction, je passe la parole à mon voisin. Bonjour, je suis Olivier Brumelot, je suis le délégué régional de France 3 Lorraine. Donc France 3 Lorraine qui est l'une des 24 antennes de proximité du réseau France 3. Et cette antenne de proximité appartient à un ensemble qui est France 3 Nord-Est, puisque au terme de la réforme de France Télévisions en 2010, le réseau France 3 est divisé en 4 grands pôles de gouvernance. Là, on commence à être dans la novlangue managériale qu'on adopte ou pas, mais c'est notre réalité. Donc, c'est un ensemble qui va des régions Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine, donc Alsace, Bourgogne et Franche-Comté. Donc, moi, mon travail, effectivement, c'est de diriger cette antenne de proximité dans toutes ses dimensions. Une antenne de proximité de France 3, ça fait d'abord de l'information, c'est sa mission première. On coproduit également des documentaires, on fabrique également des programmes de flux, soit seul, soit en collaboration avec d'autres antennes qui, éditorialement, y ont intérêt. Comme Serge l'a souligné, effectivement, France 3 est une chaîne nationale. C'est une ambiguïté souvent qu'on est obligé de rappeler, ou peut-être une surprise pour certains de nos interlocuteurs, mais c'est bel et bien une chaîne nationale à vocation régionale. Ça se traduit effectivement, très concrètement, par des décrochages régionaux quotidiens et ou hebdomadaires. Des créneaux qui ne sont pas toujours les créneaux les plus porteurs d'audience. Il faut savoir que depuis quelques années maintenant, les antennes de France 3 se voient proposer des décrochages de 2 fois 52 minutes en matinée, hors vacances scolaires et hors mercredi, puisque là on passe notre quota d'œuvres jeunesse, parce que ça fait aussi partie des obligations de la télévision publique. Ici, à France 3 Lorraine et dans l'ensemble des antennes du Nord-Est, on a fait un choix très résolu d'occuper ces créneaux par des émissions propres, par des émissions neuves et en direct. Et on s'applique à élargir un petit peu notre champ éditorial en investissant le champ de l'information-service. Je dis ça parce que c'est une spécificité à ce quart nord-est de France 3. Les autres antennes de France 3 ne font pas ça. Voilà, pour des prétextes divers, je ne vais pas commenter ici, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas de ceci. Voilà, nous on a réussi à le faire, donc je pense qu'il y a, voilà, entre tout est impossible et rien n'est possible, on arrive quand même à faire des choses. Donc mon job c'est effectivement de diriger cette antenne qui compte 150 personnes. Bien sûr, le visuel c'est de la télévision, c'est aussi, on en parlera tout à l'heure, une activité numérique, on a un site internet, donc on peut suivre l'info en Lorraine et retrouver nos programmes et nos éditions d'infos, bien sûr, sur un site internet, mais également sur une application que je vous recommande bien sûr de télécharger, c'est l'application France 3 Région. Et voilà, toute une sorte d'initiative. On parlera effectivement du bouleversement, je pense que ça représente pour des antennes comme nous, pour des antennes comme celle que dirige Dominique. Voilà, grosso modo, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, on a encore des tas de choses à se dire ensemble sur ce sujet. Dominique. Oui, bonjour, donc Dominique Renaud, je suis directeur de Vosges Télévision. C'est une chaîne qui a démarré sur le câble de l'agglomération spinalienne en mai 90 et qui est diffusée sur la TNT depuis 2009. Donc nous sommes une des vieilles télévisions locales de France. J'ai eu d'autres casquettes. Je suis président du GIE Lorraine Télévision. Donc c'est un groupement d'intérêt économique qui regroupe 6 chaînes qui diffusent en Lorraine, 3 chaînes hertziennes et 3 chaînes sur le câble. Et je suis également président de l'Union des télévisions locales de service public. Donc c'est un des syndicats de télévision locale en France. Il y en a 2 principaux. Le CIRTI, qui est un syndicat de radio, accueille aussi quelques télévisions locales. Par rapport au débat qui va nous préoccuper ce matin, c'est vrai, ça va être de voir quelle peut être la place des télévisions locales dans ce nouveau paysage, enfin, ce paysage fluctuant de l'audiovisuel public, sachant que dans le domaine des télévisions locales, il y a des télévisions qui se revendiquent de service public local. Il y a d'autres télévisions qui ont un caractère un peu plus commercial, même si, à un certain moment, nous nous retrouverons tous sur certains dossiers parce que l'économie des télévisions locales est assez compliquée. Le CSA vient de sortir
son rapport annuel en début de semaine. Il y a donc des chiffres sur les télévisions locales qui sont tout prêts. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de réactualisation de ces chiffres. Au 1er janvier 2014, il y a 48 chaînes qui sont autorisées sur le territoire français, ce qui représente une couverture d'à peu près 83% du territoire national. Médiamétrie crédite les télévisions locales de 10 millions de téléspectateurs. C'est pas rien, ça veut dire que les télévisions locales ont vraiment une existence sur le territoire. Au niveau économique, notre poids est un peu plus faible. Là, on se base sur les chiffres 2012. Il y a 32 chaînes qui ont été étudiées par le CSA. Le budget global de ces chaînes, on retire les 3 chaînes parisiennes qui sont un peu particulières, budget global 47 millions d'euros, ce qui représente une moyenne d'1,6 million par chaîne. Nous sommes loin des 28 millions supplémentaires qu'il faut via Stella pour simplement exister. Nous sommes loin des budgets de France 3 Lorraine. Nous sommes loin des budgets. Bon, il y a le budget de T8 par exemple, qui, quand Canal l'a repris, ils étaient à 32 millions. Canal veut l'amener à 120 millions. Donc c'est pour vous donner quand même, je dirais que notre place économique est assez complexe. Et sur ces 47 millions, il y a un autre chiffre qui est encore plus inquiétant, c'est que le déficit cumulé des chiffres d'affaires de ces télévisions locales est de 15 millions d'euros. Donc je vous laisse réfléchir sur l'état financier de ces chaînes et sur leur devenir. Il y a beaucoup de travail pour qu'elles puissent continuer à exister. Donc elles s'appuient d'une part pour exister sur les collectivités locales, mais l'apport de ces collectivités représente à peine plus de 33% du chiffre d'affaires global de toutes les télévisions locales. Ça veut dire que la majorité des ressources sont privées, et nous sommes aussi dans un contexte où et les télévisions, et les collectivités locales, et l'économie française sont dans une forme florissante. Bon, je ne veux pas dresser un portrait un peu pessimiste, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu optimistes. Il y a 4 chaînes nouvelles qui se sont créées en 2013. Du côté de Nice, du côté de Gap, du côté d'Angers. Donc il y a quand même de nouvelles chaînes qui arrivent. Pour la région Lorraine, il va y avoir du changement dans les mois qui viennent sans doute, hein, puisque Nancy, il y a eu plusieurs auditions, c'était une audition en 2 temps, et dans la dernière audition, il n'y avait que Mirabel Télévision qui a été auditionnée. Il y a donc de très grandes chances que Mirabel obtienne cette fréquence officiellement dans les semaines qui viennent. Il risque d'y avoir aussi quelques changements du côté de Territorial TV, qui est dans une santé financière un peu délicate et qui est en train de chercher un repreneur. Mais l'ensemble de ces chaînes permettra une couverture sur l'ensemble du territoire. Dans l'évolution des chaînes locales, c'est quelque chose d'important, cette régionalisation. Dans le démarrage, le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaitait vraiment que les chaînes locales ne s'occupent que du territoire sur lequel elles étaient diffusées. C'était vraiment le leitmotiv du législateur. Il fallait vraiment qu'on soit des chaînes qui s'occupent uniquement de notre territoire de diffusion. Aujourd'hui, les choses évoluent. Là aussi, je dis que c'est l'économie qui a sans doute pris le dessus sur les réflexions du CSA, puisque la dernière étude qui a été faite sur l'évolution des télévisions locales en France, qui avait été confiée à un cabinet américain, dans ses conclusions, disait que pour qu'une télévision locale fonctionne en France, il lui fallait un bassin d'audience d'au minimum 6 à 7 millions de téléspectateurs potentiels. Ça veut dire que par rapport aux chaînes qui existent à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui devraient arrêter. Le CSA a donc mis en avant et encouragé la mutualisation de moyens entre télévisions locales. L'exemple de la Bretagne, et c'est vrai, est l'exemple le plus abouti à l'heure actuelle au niveau de cette mutualisation, puisque la Bretagne était couverte également par plusieurs
plusieurs télévisions locales. Il y avait TVRN, il y avait TBO, il y avait TITélé, et il y avait Armor TV qui était sur le net. Donc ces télévisions se sont regroupées pour créer une unité de programme qui a passé une convention avec la région Bretagne pour mettre en place une unité de production qui permet vraiment à ces chaînes de jouer un rôle important en matière de production audiovisuelle et qui a mis en place des partenariats dès le départ avec l'ensemble du tissu de l'image en Bretagne. Cet exemple, évidemment, on essaye tous, il nous fait tous un peu rêver, entre guillemets, donc on essaye tous de le décliner régionalement. Pour la région Lorraine, ça a été l'objet de la création du GIE, c'est l'objet de négociations longues avec la région Lorraine. Pour le moment, c'est un peu difficile, hein. On a quelques contrats avec la région Lorraine, mais on a des contrats avec le service communication, donc ça veut dire qu'on n'est pas sur des contrats d'objectifs et de moyens qui nous permettraient d'agir d'une manière plus offensive dans le domaine de la production, mais nous ne désespérons pas, on ne désespère pas d'arriver d'ici quelques années à pouvoir mettre en place véritablement cette unité de production lorraine. Donc voilà pour un premier état des lieux. Alors, je suis Serge Regour, je suis universitaire, professeur à l'université de Toulouse. Donc ce qui me différencie de mes trois voisins, c'est que je suis beaucoup moins acteur qu'observateur. Et j'ai travaillé d'abord sur la question précisément des territoires globalement considérés, la décentralisation, et depuis maintenant quelques décennies, je travaille sur les questions d'audiovisuel, et donc notamment à l'intersection des deux, eh bien, des questions qui nous réunissent ce matin. Alors, du point de vue de l'observation, si on fait en quelque sorte un rétro-planning, là j'entre déjà d'une certaine manière dans le débat, mais qui a déjà été amorcé par mes trois prédécesseurs, on peut dire que la décentralisation ou la régionalisation de l'audiovisuel en France se présente initialement comme une immense déconvenue. J'étaye mon propos. Si je raisonne d'abord du point de vue des télévisions locales ou régionales globalement considérées, y compris dans leur version privée, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir après l'élection de François Mitterrand en 1981, un important rapport a été publié sur précisément les télévisions locales et sous l'autorité d'une personnalité traditionnellement considérée comme de grande qualité, incontestable, qui a réuni des professionnels, qui s'appelait Jean-Denis Brodin, et il a publié un rapport dont le résultat était que dans les années qui allaient suivre, on aurait sans problème, je cite, 80 télévisions locales ou régionales de plein exercice correspondant à un modèle économique effectif. De ce point de vue, lorsqu'on relit le rapport Brodin aujourd'hui, il est carrément grotesque. Pardon de le dire brutalement pour donner du piquant au débat. En fait, c'est une erreur d'analyse dramatique. J'ai été concerné par la mise en place de l'une des premières télévisions locales en France, qui est à Toulouse, dont je suis toujours membre du comité des sages, et j'avais participé au départ à la rédaction des statuts. Aujourd'hui, Télé Toulouse n'a toujours pas de modèle économique, est en période d'alerte successive, avec des plans sociaux qui ont conduit à se séparer à peu près de la moitié du personnel. Donc je pourrais prendre cet exemple comme un exemple archétypal de ce que, du côté de la potentialité d'un marché audiovisuel privé, c'est quand même globalement une déconvenue, une désillusion totale. Deuxième volet, deuxième versant, l'audiovisuel public. Je veux dire là, les choses sont d'une certaine manière encore pires du point de vue de ce qui était annoncé initialement. Je rappelle que la loi initiale sur l'audiovisuel de 1982
avait prévu, c'est inscrit dans la loi, que toutes les télévisions régionales seraient des télévisions de plein exercice, c'est-à-dire auraient le statut plein et entier de société à part entière de télévision, et toute une organisation, d'ailleurs avec des comités audiovisuels régionaux, etc., sont inscrits dans la loi. Est-ce que la loi a été appliquée? Nenni, c'est-à-dire que cela est un cas d'espèce pour les juristes, de voir une loi dont aucune des dispositions sur le terrain n'a été appliquée. Reste ensuite toute une série d'échecs qui sont de l'ordre plus de logique opérationnelle. Je me rappelle pour ma part, au moment où M. Tessier était à la tête de France Télévisions, avoir passé des heures et des heures sur le projet de télévision locale ou régionale numérique, et puis après des mois de travail, on pourrait sûrement en parler, on a considéré finalement que les priorités politiques étaient ailleurs, et on a, il faut bien le dire, sabordé les initiatives de décentralisation à la faveur d'une alternance. Alors, on est en 2002, bien sûr, bien sûr. Ça se conduit sous le gouvernement Jospin. Absolument. 2002 passe par là, Raffarin arrive au pouvoir. Et D'accord. effectivement, il y a cet aspect-là. Il y a aussi, d'une certaine façon, dans la distribution des fréquences de la TNT, un choix là aussi politique qui est fait d'aller favoriser d'autres acteurs tout à fait. commerciaux. Tout à fait d'accord. Simplement, il y a des choix politiques qui ont été faits, qui ont effectivement écarté l'hypothèse d'une généralisation de la télévision régionale ou locale grâce au numérique, et les choix ont été effectivement des choix politiques organisés selon une autre logique. Bon, je ne veux pas multiplier les hypothèses de repérage de cette forme de relatif échec, me semble-t-il, de la décentralisation de l'audiovisuel ou de ce qu'on appelle la télévision régionale. En résumé, je dirais que, alors je parle évidemment sous votre contrôle et je vais dire pourquoi, que globalement en France, les télévisions locales ou régionales n'ont toujours pas trouvé leur véritable modèle économique. Je pense pour ma part que dans la majorité des cas, c'est pourquoi le thème du débat me paraît effectivement très pertinent, pour sorte des cas particuliers, la logique est une logique vers le public, vers des logiques de service public. Dans le cas que je connais le mieux, à TNT, si demain matin la ville de Toulouse se retire, c'est terminé. Il n'y a plus rien, puisque la ville de Toulouse détient, à l'heure où je vous parle, 64% du budget, après avoir acquis progressivement des parts supplémentaires. Dans la limite, il suffirait d'une décision politique, pour ne pas dire politicienne, de dire, bon, on est en période de crise économique, de crise des finances publiques, il y a d'autres priorités. Bon, ben, finalement, ben, voilà, Toulouse, qui a été encore une fois une des toutes premières télévisions locales, n'existerait plus. Et du côté de la télévision publique, c'est-à-dire de France 3, il y a toute une série de contributions récentes qui font, me semble-t-il, au minimum, état d'un certain malaise, d'une certaine difficulté, dans la mesure où précisément on n'a pas véritablement, vous le disiez très bien, opté sur quel type de choix. Alors lorsqu'on procède à des comparaisons qui, de mon point de vue, ne sont pas pertinentes avec les autres pays européens, de la même manière que je pense, pardonnez-moi, je vais être polémique d'entrée de jeu, qu'on va diviser le nombre de régions par deux et qu'on va passer de 22 à 11, permettait à un spécialiste des questions territoriales de dire que c'est complètement grotesque, et que lorsque on compare par exemple avec l'Allemagne ou l'Espagne, qui sont les deux exemples qui reviennent le plus souvent, eh bien, ça n'est évidemment pas l'État espagnol qui, du coin du haut, du sommet espagnol, a dit qu'on allait créer la Catalogne, qu'on allait créer le Pays Basque, etc. Même si c'est la région de Madrid et la région de Valence qui licencient la moitié ou les trois quarts des personnels des télévisions publiques. Exactement, bien sûr. Bien sûr, mais les régions n'ont pas été créées par la volonté centrale. De la même manière,
j'ose à peine le dire ici, en Allemagne fédérale, ça n'est pas évidemment l'exécutif ou le Bundestag qui ont décidé de créer des régions. Ça correspond à des données politiques, à des données historiques, à une très longue histoire, et dont on ne décide pas à un moment déterminé, effectivement, de diviser une vision totalement technocratique, 22 par 2, ça fait 11, ce qui est complètement ridicule. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je suis frappé de la manière dont on évoque le problème français en disant finalement c'est la faute du jacobinisme. En réalité, cette manière qu'on a de raisonner depuis le haut, c'est-à-dire de dire voilà, depuis le haut on décide qu'il y a 22 régions, on va faire 11, ça c'est une manière jacobine, c'est-à-dire de manière totalement uniforme, égalitaire, de régler le problème. Je pense pour ma part que si on défend des projets effectivement de régionalisation ou de décentralisation, eh bien il faut tenir compte de la réalité, de l'identité, de l'authenticité de chacune des régions françaises. Je pense que la Bretagne, ça n'est pas Midi-Pyrénées, que la Lorraine, ça n'est pas Languedoc-Roussillon, qu'il y a, de mon point de vue, des régions qui ont une authentique identité qui a été forgée effectivement par l'histoire, par des données culturelles, par la pratique d'une langue, etc. Et puis il y a des régions qui ont été totalement dessinées de manière totalement arbitraire par le haut, de la même manière qu'ont dessiné à l'époque nos territoires coloniaux sur des territoires, sur des cartes d'état-major avec des lignes droites et qui séparaient des populations. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Et je m'arrête là à ce stade. Parce qu'il me semble que parmi les différentes hypothèses, notamment de réforme de François, il y en a une qui est absente et qui est l'hypothèse selon laquelle on pourrait raisonner différemment selon effectivement les territoires et les régions concernées. De ce point de vue-là, je me félicite pour ma part, même si c'est évidemment le produit, encore une fois, d'une logique conjoncturellement politique, que éventuellement il y ait une expérimentation en Bretagne correspondant effectivement à des problèmes particuliers et qu'éventuellement des solutions soient trouvées pour la Bretagne qui ne postulent pas que cette même solution devrait être appliquée mécaniquement sur l'ensemble du territoire français. Je suis frappé de voir que, si j'ai compris, dans la région Lorraine, il y a 6 télévisions avec des caractéristiques particulières. En fait, elles existent avec des difficultés sûrement. Quand je raisonne sur Midi-Pyrénées, qui est la plus grande région en termes d'étendue géographique de 8 départements, il y a une seule télévision et qui a des difficultés énormes à vivre. Ça signifie donc que peut-être les thérapies à appliquer, si j'ose dire, à la Lorraine ne sont pas nécessairement identiques à celles de Midi-Pyrénées parce que la santé du patient n'est pas du tout la même. Alors pardonnez-moi d'avoir dit ça un peu brutalement au début, mais ce sont les mêmes qui stigmatisent le jacobinisme en se comportant rigoureusement comme des jacobins, c'est-à-dire depuis le haut, en décidant qu'est-ce qui doit se passer dans les régions et en appliquant le même modèle unitaire. Alors qu'en réalité, parce que, encore une fois, s'attaquer aux Jacobins, c'est complètement historiquement ridicule dans la mesure où la centralisation vient de beaucoup plus loin. Ce n'est pas les Jacobins qui ont inventé la centralisation, le colbertisme sous l'Ancien Régime. C'est déjà la centralisation en France. Il suffit de relire Tocqueville sur l'Ancien Régime et la Révolution pour voir que c'est directement l'État qui s'est créé sur une base centraliste. Donc, s'en prendre aux 3 ou 4 ans du jacobinisme, ou bien ça révèle des arrière-pensées politiques pour en finir avec le jacobinisme, ce que finalement je commence à penser, ou bien effectivement il faut admettre que la centralisation est un problème en soi, qui s'est poursuivi ensuite avec le consulat, l'Empire, qui n'avait rien de jacobin, puisque c'est précisément les thermidoriens qui ont viré les jacobins pour faire le consulat et l'Empire. Donc il faut, à mon avis, quand on aborde ces questions, arrêter d'être dans des stigmatisations sur telle ou telle période de l'histoire et considérer que la centralisation, effectivement, c'est une donnée fondamentale de notre histoire, pour partie de notre culture, et ça me paraît être des questions primordiales. D'ailleurs, les témoignages qui viennent d'être donnés ici, qu'il s'agisse de la Bretagne ou de la Lorraine, montrent bien qu'il y a effectivement des particularités propres à chacune des composantes de l'État-nation.
Bien, bon bah, on part pour un deuxième tour de piste, il est 10h pile. Il nous reste 1 heure. On n'a pas vraiment encore, on n'est pas encore entré vraiment dans le vif du sujet, il va falloir y aller. Je pense que le tableau est à peu près. Ça serait peut-être intéressant après ce premier tour de piste, peut-être qu'il y ait des questions d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas exactement qui vous êtes, pourquoi vous êtes là d'abord, quelles sont les questions que vous vous posez. Stéphane. Oui, moi j'aimerais que... Bon, parce que je vois le titre, la régionalisation de l'audiovisuel public, donc on parle beaucoup de télévision régionale, de télévision locale. On parle, d'ailleurs le titre, ça devrait peut-être plutôt être l'audiovisuel de service public. Est-ce que vous pourriez définir chacun ce que c'est pour vous une télévision de service public, ce que ça représente, sur le fond et sur la forme, quoi. Et juste, puisque une autre toute petite question, Dominique Renaud a parlé des budgets des télévisions locales, à la fois au niveau national et au niveau régional. Est-ce qu'on a une idée de ce que coûte la télévision de service public, c'est-à-dire France 3 régions, par an, c'est-à-dire toutes régions confondues? Le réseau France 3 en lui-même, alors là tu me poses une colle. Bon, le budget de France Télévisions c'est 2 milliards 900, presque 3, avec un budget qui est assez largement absorbé avec les 2-3 quarts par la masse salariale. Voilà, mais là on parle de 5 chaînes, voilà, avec des objectifs, des lignes éditoriales différentes, et puis des chaînes qui ont vocation à être généralistes. Donc je vais rentrer aussi dans ta question de ce que c'est, enfin, d'une tentative de définition de ce que c'est l'audiovisuel public. D'abord, ce sont des télévisions qui ont un cahier des charges, puisqu'elles sont des administrations, c'est des entreprises publiques, donc elles ont un actionnaire qui se trouve être l'État, et qui dit à cette entreprise un certain nombre de choses incontournables. Donc, on peut rentrer, on va dire, par ce qui pourrait être considéré comme une contrainte pour le programmateur, c'est de faire des grilles de programme avec des questions à l'Assemblée, avec des émissions religieuses, avec un certain nombre de dispositions, de programmes courts pour l'expression des partis politiques, des organisations syndicales, des organisations de consommateurs, etc., etc. Après, effectivement, on est dans le cadre de chaînes, toujours de service public, mais à vocation généraliste. Si je parle de France 3 dans son ensemble et pas uniquement du réseau, puisqu'on l'a rappelé, c'est une chaîne nationale à vocation régionale. Donc une chaîne généraliste, elle se définit dans le fait qu'elle produit de l'information, du programme de flux, du divertissement, qu'elle est acteur dans le domaine du documentaire, qu'elle diffuse du sport, entre autres choses. Donc c'est une autre façon de voir là aussi le service public. Et j'ai envie de dire, dans une approche plus éditoriale, c'est une chaîne qui se doit, sous le contrôle du CSA, sous le contrôle de son conseil d'administration et plus généralement du public, de s'adresser à tous, quel que soit le niveau d'instruction, la génération, le milieu socio-professionnel, etc. Et ces chaînes, effectivement, dans leur programmation, tentent de le faire, non pas programme par programme, mais je veux dire dans l'addition de tout ça. Pour ce qui est plus spécifiquement de France 3, la vocation régionale, bien sûr, elle s'exerce à travers mécaniquement les décrochages qui donnent la parole, l'expression aux acteurs régionaux et au personnel, qui soit journaliste ou le monde qui nous entoure, les producteurs, les réalisateurs, etc., une expression du territoire. Mais on pourra reparler de cette notion de territoire, parce que confronté au numérique qui, quelque part, fait exploser, d'une certaine façon, cette notion de territoire, c'est assez intéressant. Ça pose des problèmes de diffusion, etc. On y reviendra, je pense. Donc, il y a ça, mais il y a aussi une vocation de France 3, y compris dans ses programmes nationaux, d'injecter un peu l'idée régionale dans ses programmes. On peut considérer que des programmes comme Des Racines et des Ailes, des programmes comme Thalassa, des programmes comme Les Carnets de Julie, qui sont peut-être pas des choses que vous regardez vous tous les jours, mais qui marchent très très bien en audience dans nos grilles, ont vocation effectivement à transporter cette idée de la proximité, d'être proche du terrain, d'être proche des gens. Donc voilà, très schématiquement, Stéphane, comment on peut regarder cette idée de service public et de régional. Mais encore une fois, quand on va à Paris, qu'on questionne des gens qui sont chargés de faire les grilles de programme, et plus spécifiquement par exemple un Thierry Langlois qui est responsable de l'antenne de France 3, par rapport à ses concurrents commerciaux, évidemment, à l'aide de leur service des études, vont essayer de positionner tel programme, tel horaire, en regardant les carrefours publicitaires des gens en face, etc. Il doit faire avec la somme de contraintes que j'ai données tout à l'heure, hein, les questions à l'Assemblée, etc. Et construire quelque part une grille à partir
de ces contraintes-là. Je voudrais me permettre, notamment parce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous, donner d'autres précisions. Première précision, dans tous les pays européens de l'Europe libérale, démocratique, l'audiovisuel était pendant très longtemps en position de monopole public. Ça, je pense que les jeunes générations peuvent l'ignorer, ça peut les surprendre, mais il faut savoir que depuis l'invention de la radio, depuis l'invention de la télévision, le seul statut, je dis bien dans tous les pays européens, y compris dans des pays libéraux comme la Grande-Bretagne, l'audiovisuel était en position de monopole public. En d'autres termes... Juste une précision, je suis rentré à la télévision à France 3 en 1984. Il y avait 3 chaînes dans ce pays. Et on faisait ce qu'on appelait encore les actualités régionales à 19h20. On était diffusé sur les 3 chaînes, audience 100%. Bien sûr. Donc il faut... C'est-à-dire quand on parle de la question du service public, on a l'impression de se poser la question de pourquoi ça a été créé, etc. Or, dans tous les pays, encore une fois, libéraux, je ne parle pas du tout du bloc soviétique ou collectiviste, je parle des démocraties libérales. Depuis l'origine, l'audiovisuel était hors marché. C'était totalement un monopole de service public. Donc évidemment, c'est le premier élément à votre réponse, on ne se posait pas la question. De la même manière, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi éventuellement la santé est un service public, l'éducation est un service public, pourquoi la justice est un service public, pourquoi la police est un service public. Spontanément, je ne vais pas remonter parce que ce serait trop long, mais la radio, la télévision étaient en position de monopole public, et contrairement à une idée reçue, l'un des pays qui a été le plus vite et le plus loin dans les logiques de privatisation, contrairement à une idée reçue, c'est la France, puisque la France est le seul pays en Europe et sûrement le seul pays au monde qui a privatisé, qui a osé privatiser une chaîne de service public qui s'appelait TF1, au moment où TF1 fait 40% de l'audience et 55% du marché publicitaire. C'est-à-dire que même Mme Thatcher, à l'époque, au pire moment de ses incontinences de privatisation, n'a jamais touché à la BBC. De la même manière, on parle de la télévision privée avec Berlusconi, mais Berlusconi n'a jamais touché à la RAI. L'empire Berlusconi s'est créé à côté et contre la RAI, sans décapiter la RAI. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément tout à fait important pour comprendre la question du service public, c'est que l'Europe a complètement changé la donne. L'Europe communautaire, dont on peut dire sans les esprits polémiques, c'est une Europe libérale qui est entièrement conçue sur le postulat du droit de la concurrence et de 4 grandes libertés qui sont la liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Or, du point de vue du droit communautaire, du droit européen, tenez-vous bien, la distinction n'existe pas entre le public et le privé. Ce que l'immense majorité de nos concitoyens qui vont voter dans 2 mois ignorent totalement, c'est-à-dire que ce qui existe en droit communautaire, ce sont des entreprises, et la question de la propriété publique qui fait l'entreprise publique, notamment le service public ou privé, ça n'existe pas. Et donc la question, c'est que normalement en droit communautaire, le mode de financement normal de la radio et de la télévision, c'est la ressource privée, dont la ressource commerciale. Et donc il a fallu se poser la question des dérogations, des exceptions, dans certains domaines, pour compenser, je cite, des obligations de service public. Parce que, comme ça a été très bien dit il y a un instant, eh bien, il y a des émissions qui n'intéressent tout simplement pas les opérateurs privés. Lorsque TF1 est privatisé, que fait le groupe Bouygues? Les émissions religieuses étaient sur TF1 le matin. Audimat des télévisions religieuses, 0, parce que quand on est un bon catholique, on préfère aller à la messe plutôt que de regarder la messe à la télé. Donc, l'audimat, 0. Donc, Cadi Bouygues a dit, virez-moi ça, et il l'a mis sur France 2, ce qui est logique. C'est-à-dire que les opérateurs privés veulent ce qui est rentable. Et du coup, on a admis l'idée sur laquelle il y avait des obligations de service public, notamment dans toute une série, je ne reviens pas, vous avez donné de très bons exemples, et à partir de 1997, protocole du traité d'Amsterdam, on a admis qu'il pouvait y avoir des financements publics, notamment la redevance, aujourd'hui ce qu'on appelle la contribution à l'audiovisuel public, pour venir compenser les obligations de service public, c'est-à-dire des émissions, des programmes qui ont une empreinte spécifiquement service public par rapport aux opérateurs privés. Et c'est d'ailleurs le seul texte, le protocole d'Amsterdam 97,
où la notion de service public est utilisée, puis c'est une notion qui n'existe pas en droit européen, qui existe uniquement dans le domaine de la télévision pour justifier les financements publics pour, encore une fois, des émissions, des programmes dont on admet que seul le service public peut les prendre en charge. J'ajoute que la Commission européenne contrôle effectivement les financements publics, puisque le texte prévoit un rapport de proportionnalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez recevoir de financement public, du type redevance ou contribution budgétaire, que proportionnellement aux obligations de service public. Question, pardonnez-moi d'être un peu long, mais c'est au cœur de votre interpellation. Comment est-ce que je définis une émission de service public par rapport à une émission qui ne serait pas de service public programmée par les chaînes privées? Or, les opérateurs privés ont beau jeu de dire qu'en fait, ils programment des émissions qui ont rigoureusement la même nature qu'eux. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'Union européenne a considéré que l'émission de service public relevait de la définition, pour l'instant, des États. C'est-à-dire que chaque État décide librement de ce qui relève ou pas de la notion de service public. Néanmoins, il y a des textes, et j'ai fini, qui permettent en fait, et notamment dans le cadre de l'autre Europe, qui est le Conseil de l'Europe, qui siège à Strasbourg, il y a deux éléments principaux qui font que le service public serait en quelque sorte indispensable. Premier élément, des exigences spécifiques en matière de pluralisme. Et le pluralisme, pas simplement le pluralisme politique, mais le pluralisme dans tous les domaines. C'est-à-dire que, y compris en matière sportive, d'ailleurs il y a des études disponibles, y compris les études du CSA, qui montrent qu'en fait les chaînes privées vont évidemment couvrir les sports qui sont les plus rentables, le football, le rugby, actuellement la Formule 1, et que toutes les autres disciplines sportives qui ne sont pas susceptibles de faire de l'audimat ne les intéressent pas. Donc ça vaut, je vais te prendre l'exemple du sport, ça vaut évidemment dans le domaine politique, des courants de pensée, ça vaut dans le domaine esthétique, bon, etc., etc. Et le deuxième critère un peu compliqué, c'est la question de ce qu'on appelle entre guillemets la qualité des programmes dans les textes, qui renvoie de près ou de loin à la question des émissions culturelles. Parce que c'est quoi la qualité? On a traduit ça le plus souvent, notamment dans les cahiers de charges et dans les COM, dans les conventions d'objectifs et de moyens, par la couverture d'émissions culturelles dont on peut penser que le privé ne le ferait pas spontanément. Voilà, en gros, si vous voulez, les deux éléments, me semble-t-il, de repérage en termes historiques, l'antécédent du monopole du service public, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans une économie qui est totalement libéralisée, où les services publics, globalement, sont bousculés. Il reste l'idée que même dans ce temple du libéralisme qu'est l'Union européenne, on considère que le privé ne couvrirait pas spontanément un certain nombre de sujets, d'émissions, etc. Et que donc, effectivement, on peut, parce que c'est ce dont il s'agit, organiser un régime dérogatoire de financement, c'est-à-dire une dérogation à ce que le droit communautaire appelle les aides d'État. Puisque les aides d'État, en principe, sont interdites, puisque les aides d'État, c'est tous les financements publics. Pourquoi? Puisqu'ils sont de nature à opérer des distorsions de concurrence. Et bien là, on admet des financements publics dans la mesure où, effectivement, il y a des missions, des obligations spécifiques. Pardon, j'étais un peu long. J'ajoute juste un troisième élément, peut-être, c'est aussi la transparence. Dire que, autant dire que les discussions sur France Télévisions, sur le contrat d'objectifs et de moyens, sur même la stratégie de France Télévisions peut faire l'objet d'un débat public, autant les décisions des privés dire que sont prises uniquement à l'intérieur du conseil d'administration, de Canal+, de TF1, etc. Donc ça, je veux dire que cette vocation publique, elle existe aussi à travers cette transparence. Une transparence qu'on retrouve également, je veux dire, chez les télévisions locales de service public. Nous, au lieu de contractualiser avec l'État, on contractualise avec des collectivités. C'est aussi compliqué. Et de la même manière, on nous donne des missions de service public qui sont des missions de la valorisation de l'initiative sur un territoire, dans tous les domaines qui touchent au quotidien des habitants. Une obligation également, je veux dire, de toucher tous les téléspectateurs de cette zone. Donc là, on revient à la diffusion, et c'est aussi quelque chose de très compliqué. Pour vous donner un exemple, quand la télévision spinalienne était diffusée sur le câble, je dis que les coûts de diffusion étaient de 0 € pour Vosges Télévisions, les coûts de diffusion, c'est 300 000 €.
Et on ne touche pas encore, dire que tous les téléspectateurs, c'est pas nous qui décidons du mode de diffusion en France. Dire que le mode de diffusion en France est aussi quelque chose de très important, de la même manière que pour les régions, on a pris une décision à Paris de dire voilà, ce sera comme ça. Pour la diffusion de la télévision en France, ça a été la même chose. C'est TDF qui a décidé de point haut à certains endroits et qui a dessiné le territoire de cette manière. Quand le CSA attribue à Vosges Télévision, entre guillemets, le territoire des Vosges, dire que c'est sans compter, sans les téléspectateurs qui ont leur antenne sur le Donon du côté de Raon-l'État parce que c'est plus facile, et ceux qui, dans la plaine de Charmes, sont sur Malzéville parce que là aussi c'est plus simple. Et aujourd'hui, leur dire, attendez, il faut tourner votre antenne pour... Non, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, le service public, c'est également cette obligation de venir dans tous les foyers de la zone pour laquelle on a signé un contrat d'objectifs et de moyens. Pour les télévisions locales, ces contrats d'objectifs et de moyens, ça a été dit tout à l'heure, vous dites que le modèle économique d'une télévision locale n'existe pas encore, mais la place des collectivités est importante, qu'elle soit directement via un contrat d'objectifs et de moyens, ou qu'elle soit à travers l'achat d'espace. On parlait de Toulouse, c'est vrai que Toulouse, il y a eu aussi beaucoup d'achats d'espace qui ont permis à la chaîne d'essayer de survivre, puisqu'on est plus dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, nous on se dit, pour essayer d'élargir cette assiette, on va s'adresser à plusieurs collectivités territoriales. Ce qui pose, là encore, de nouveaux problèmes, puisque on doit avoir, entre guillemets, on peut avoir des surpressions. Si je prends le cas de Vosges Télévision, le budget est d'1,9 million. On a 1 million qui vient du département des Vosges en contrat d'objectifs et de moyens. On a 300 000 euros qui viennent de la communauté d'agglomération d'Épinal, et on a 50 000 euros qui viennent de Saint-Dié. Donc on fait partie des chaînes qui bénéficient d'un bon apport des collectivités. Le jour où ces collectivités décident d'arrêter, Vosges Télévision s'arrête dans sa configuration actuelle, avec 25 salariés. C'est sûr que les télévisions qui naissent aujourd'hui, les télévisions locales, ce sont des télévisions low cost avec 7, 8 salariés. Comment on peut faire une télévision locale de qualité avec 7, 8 salariés pour s'adresser à un département? C'est impossible. C'est impossible. Donc, on se mord la queue. Mais pour revenir à la question de service public, c'est une question, je veux dire, qu'on se pose perpétuellement au sein de la chaîne, c'est quel est l'équilibre entre les différents territoires que l'on doit couvrir via les contrats d'objectifs et de moyens. Et sachant que les contrats d'objectifs, pour des problèmes eux aussi économiques, sont très larges. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... ils ne sont pas aussi précis que ceux de France Télévisions. Pourquoi? Parce que si, dans nos contrats d'objectifs et de moyens, il y a des missions précises qui sont données à la chaîne, on pourrait avoir une taxation de ces contrats d'objectifs et de moyens. 10%. Sur 1 million, je vous laisse, voilà, ça fait 100 000 euros en moins. Donc ça veut dire que nous, pour avoir une TVA à 0%, on a des contrats, on a des objectifs qui sont vraiment globaux. On peut dire que c'est cette valorisation de l'initiative, c'est la mise en avant de problématiques qui touchent les citoyens, c'est leur donner en gros des clés pour qu'ils comprennent un peu mieux leur environnement, c'est renforcer le lien social, c'est valoriser le sentiment d'appartenance à un territoire. Donc ce sont des objectifs qui sont quand même très très larges, mais qui font l'objet aussi de comptes rendus. Donc on en revient aussi à cette transparence qui est nécessaire, parce que pour nous, elle est aussi primordiale. Si on veut pouvoir continuer à bénéficier du soutien des collectivités, il faut qu'on mette en place cette transparence d'une manière la plus totale possible. Bien, bon, je reviens sur la formulation de la question. Il y avait deux volets, en gros. C'est la question de la définition du service public de l'audiovisuel, qu'on appelle audiovisuel public, et sur la question des moyens et des budgets. Je vais vous dénoncer très rapidement les deux définitions en droit. Je ne parle pas des contrats d'objectifs et de moyens, en droit français et en droit communautaire, donc l'Union européenne. En droit français, le service public se définit comme une activité d'utilité publique ou d'intérêt général. Elle peut être prise en charge par une structure publique ou privée, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Serge Recourt, au niveau d'ailleurs du droit européen, mais enfin en droit français c'est le cas aussi. Une structure comme une télévision locale est une structure souvent privée ou une SEM, et sous contrôle d'une collectivité, donc l'État pour France Télévisions et les collectivités territoriales comme vient d'indiquer Dominique Renaud. L'audiovisuel public fait partie des services publics à vocation éducative et culturelle. En droit communautaire,
donc protocole 29 du traité d'Amsterdam, l'audiovisuel public doit être lié aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque État membre. Il s'agit de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, en plaçant l'audiovisuel sur le terrain de la politique, au sens de la vie de la cité. L'Union européenne clarifie davantage les choses. Bon, ça c'est une remarque secondaire. C'est juste pour vous dire qu'au niveau du droit, si on en revient à l'essence des initiatives du législateur, l'audiovisuel public ne se place nullement sur le terrain du divertissement, par exemple. Il est question que, et là je ne parle pas du cahier des charges, il n'est question que d'éducation et de culture, et de diversité des expressions culturelles, donc diversité des points de vue aussi, parce qu'il était question de pluralité politique, mais il est aussi question de diversité des points de vue. Donc, si on en revient à la source, et moi c'est ce qui m'intéresse, on se rend compte qu'il y a quand même un certain fossé entre la réalité et l'initiative d'origine, enfin le souhait d'origine, puisqu'on ne peut pas nier que la culture est quasiment absente de la télévision publique. Elle le reconnaît elle-même. Je n'énonce pas là des opinions personnelles. Et que sur le plan de l'éducation, on est aussi très en retrait. Et que par contre, la télévision publique a énormément péché dans sa volonté de course à l'audimat, pour laquelle elle n'est pour rien. Dès l'instant où la télévision publique est censée trouver presque 15% de son budget annuel sur le marché publicitaire, on est parti dans la course à l'audience. L'exemple le plus terrifiant des derniers mois, c'est la course à l'échalote de l'encart publicitaire de 20 heures, avec les pitoyables tentatives de rassembler des spectateurs dans l'émission qui précède, enfin dans le créneau qui précède 20 heures, avec Sophia Aram, puis... Oui, l'Access de France 2, qui est une... Voilà. Et quand on remonte aux sources, c'est qu'on voit comment... Non, mais bon, c'est un sujet récurrent, mais c'est un cas d'école, quoi. Hein. C'est en quoi l'audiovisuel public s'est fourvoyé depuis maintenant quelques décennies. Donc là, ça c'est pour la question de l'audiovisuel public. Sur la question des financements, c'est très intéressant, il faut s'y pencher de près. Il y a des télévisions locales qui font un magnifique boulot avec des budgets de 1,2 million, 1,5 million par an pour 24 heures quotidiennes de diffusion. À l'autre bout de l'échelle, service équivalent 24 heures de diffusion quotidienne, on a Canal+, avec une grille qui fait 1,2 milliard. Donc on est bien dans un rapport de 1 à 1000 entre les coûts de grille. Bien sûr, l'offre de Canal+ est incomparable avec l'offre de TBO, si je prends le cas de TBO, qui est une chaîne donc finistérienne, très regardée, mais qui évidemment travaille avec des bouts de ficelle, comme l'expliquait Dominique, des équipes de 7 personnes. 7, 8 personnes à côté d'armées de plusieurs milliers de personnes. Alors, on est dans des différences de tel ordre. Une chaîne comme France 3 Bretagne, c'est 17,5 millions d'euros par an pour 12 heures par semaine. Donc on est déjà 15 fois plus que TBO, mais 12 heures par semaine, pas 24 heures par jour. Bon, alors évidemment, TBO, il y a beaucoup de rediffusions, etc. Il y en a aussi sur France 3, cela dit. Hein. On n'est pas dans du programme frais, il n'y a pas 12 heures de programme frais par semaine. Donc là, on est dans un rapport de 1 à 15 avec des choses qui n'ont rien à voir en termes de temps d'antenne. Donc de services aussi rendus au public, finalement, puisque le public n'a qu'accès à très peu de choses. Voilà, après, on peut donc effectivement, il y a des chaînes qui tournent autour d'1 million d'euros, des chaînes qui tournent autour de 40 millions d'euros, on a cité des 8, etc. Enfin, même dans le groupe France Télévisions, il y a des disparités incroyables. France 5, qui est la chaîne qui est considérée par le public comme étant l'image d'un service public de l'audiovisuel, France 5, je crois, coûte 120 millions d'euros par an. France 3 coûte 850 ou 880 millions d'euros par an. Oui, avec une masse salariale qu'on ne peut pas comparer par ailleurs. Bah oui, il y a un volet quand même production interne à France 3 que tu ne trouves pas à France 5. D'accord, mais après il faut voir le service rendu au public. Moi, c'est ça que j'évalue, le service rendu au public, et puis après l'utilisation de l'argent public. Vu qu'on est dans une phase de raréfaction de l'argent public, après il faut se poser la question du rendement, malheureusement. C'est un terme un peu grossier, mais enfin bon. Voilà, France 2 a été revue à la baisse à peu près 800 millions d'euros. Donc voilà les échelles dans lesquelles on est, c'est des disparités juste incroyables, quoi. La Cour des comptes s'est posé pas mal de questions d'ailleurs sur l'utilisation
des 3 milliards dédiés à la télévision publique en France. Et il y a eu un rapport parlementaire qui est le rapport Travers, qui a été publié il y a quelque temps. Tous ces rapports sont accablants sur l'utilisation qui est faite de l'argent public. Dominique ne se sent pas mis en cause. Hein. On parle du Olivier, groupe dans son Dominique ne ensemble. se sent pas du tout mis en cause. Non, c'est pas une question de personne, évidemment, on parle là d'un grand groupe, 11 000 salariés. On parle d'un problème de management qui est gravissime quand même, et qui est dans lequel les pouvoirs publics ont évidemment une grosse responsabilité. Vous savez qu'il y a aussi pas mal d'affaires qui traînent, de mélange d'intérêts privés, d'intérêts privés et de participation à une action publique. Il y a des dossiers assez accablants là aussi. Donc le rapport Travers est accablant et il faut le lire. Il faut le lire. Sur le site Réinventons l'audiovisuel public, vous avez droit à une version abrégée, condensée, et aussi à des. Mais si aujourd'hui le Parlement s'appuyait sur le rapport Travers pour prendre une décision sur l'avenir de l'audiovisuel public en France, il commencerait par tout arrêter. Or, il ne peut pas. Non, Il peut pas. Je trouve que cette lecture, elle est, moi, le rapport Travers, je l'ai lu aussi. Il est peut-être accablant dans certains domaines, mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit que France 3 resterait France 3. C'est-à-dire que cette mission, par rapport à cette couverture, justement, ce qui nous intéresse, par rapport à cette couverture des territoires, par rapport à cette prise en compte de la proximité, la grande force de France 3, c'est qu'elle est diffusée sur l'ensemble du pays. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on ne peut pas lui retirer. Et quand je reviens à la notion... Oui, non, mais quand mais même le député Travers ne dit pas autre chose. Il dit qu'il faut... Alors c'est sûr qu'il y a des choses à revoir à l'interne, mais je veux dire que sur les missions premières et sur la potentialité de l'outil, il est là. Et que cet outil existe, et il faut le valoriser pour qu'il réponde peut-être un peu mieux à certaines préoccupations. Il existe et il n'est pas finançable à l'avenir. Mais juste, je ne vais pas reprendre point par point, mais 2-3 réflexions là, comme ça qui me semblent pertinentes. Tu parlais des coûts de grille des différentes chaînes. Il faut savoir que le coût de grille de France 3, je crois autour de 600 millions d'euros. Pour cette somme-là, il y a l'équivalent de 3 grilles de programme, compte tenu effectivement du fait que simultanément 24 antennes, ou certains programmes regroupés mais diffusent en même temps sur le territoire, quand on met la durée bout à bout, on a l'équivalent de 3 chaînes. Donc quand on parle effectivement de rendement, qui n'est pas un gros mot, je veux dire, on parle de l'argent public, donc moi je suis quelque part comptable de l'argent qui m'est confié, et je la paye la redevance, hein, on n'est pas exempté quand on travaille à France Télévisions, je le précise. Donc on est comptable de ça, et il me semble qu'effectivement c'est une lecture, moi que je rappelle souvent, c'est-à-dire que pour ce coup de grille-là, vous avez l'équivalent en durée de 3 chaînes. Après, oui, alors la place de la culture... Attends, je fais juste une parenthèse. Oui. Tu dis 600 millions pour un certain nombre de grilles, 22. Mais Dominique disait tout à l'heure, les 3 premières chaînes locales de France, ça fait un budget global de 47 millions d'euros. Oui, on est bien d'accord. On est absolument dans un différentiel. Les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes, les missions ne sont pas les mêmes, les moyens mis en œuvre ne sont pas les mêmes non plus. Si tu veux faire un comparatif, bon, il se trouve que Dominique, Vosges Télévisions et France 3 Lorraine se retrouvent relativement fréquemment, par exemple, dans le financement de documentaires. On n'est pas non plus dans le même volume, dans la même somme d'intervention pour le financement de ces documentaires. Donc quelque part, je ne peux pas non plus laisser, c'est pas ce que tu as dit, mais laisser croire que cet argent, on le reçoit, qu'on dort dessus, qu'on s'offre des pots tous les vendredis soirs parce qu'on est content de nous. Non, enfin, cet argent, il est réutilisé, quoi, je veux dire. Et je pense, et j'espère en tout cas, je vois quelques têtes avec qui j'ai l'habitude de travailler, que ça se sait et que ça se voit. Bon. Ce que tu disais tout à l'heure sur donc, la place de la culture, le volet éducation, etc. Alors je pense qu'effectivement, bon, on ne va pas ergoter là-dessus, mais on pourra revenir quand même justement sur l'espèce d'ambiguïté, voilà, audience, culture, éducation, etc. Quand une chaîne comme France 3, et elle le fait chaque année, fait des captations d'opéra, pour prendre le spectacle vivant, qui est une partie, on va dire, de ce que peut être une programmation culturelle. Donc il arrive 2-3 fois l'an que France 3 programme de l'opéra en prime. C'est merveilleux pour le monde de l'opéra parce qu'ils arrivent en one-shot à toucher
plus de monde qu'il ne pourrait toucher en public réel qui viendrait en billetterie assister à la représentation. En audience, on ne regarde pas, enfin voilà quoi, on sait que ça va aller plafonner à 3%. Alors ce que ça pose comme question, et là on peut revenir vraiment sur la qualité, la vocation du service public, etc., moi c'est une question centrale, et ça je la vis vraiment au quotidien pour le coup, pour revenir dans le domaine régional, c'est la question de la légitimité. Alors, tu peux avoir tous les textes européens, nationaux, les prises de position que tu veux sur ce que doit être, devrait être l'audiovisuel public. Nous, on est entouré de gens qui ne nous aiment pas. Soit parce qu'ils ont intérêt, parce qu'on leur bouffe encore un petit peu de publicité, soit qu'on occupe des fréquences qu'ils voudraient bien occuper à notre place, etc. Donc, on n'est pas parano, mais enfin, on se sent un petit peu cerné. Et donc, cette question de la légitimité, qui veut dire, avec tout le fric qu'on vous donne, vous faites que 12 heures de programme, vous payez grassement vos journalistes, vos techniciens, machin, etc., elle est primordiale. Donc, quelque part, l'audience, et c'est dommage, peut être regardée par nos ennemis ou par ceux qui nous financent comme étant un critère, effectivement, de choix quant à notre devenir. C'est-à-dire, concrètement, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que ça vaut la peine d'avoir 11 000 salariés à France Télévisions avec un budget voilà, pyramidal, pharaonique, tout ce que tu veux, etc., pour avoir une audience si faible? Donc cette question de la légitimité, elle est primordiale. C'est pour ça, par exemple, je le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, que même si on donne à une antenne comme la Lorraine des créneaux de matin qui sont très peu porteurs d'audience, on peut être parfois dans l'infinitésimal. Je pourrais décider de dire juste je pousse de la cassette, même si c'est plus des cassettes, maintenant c'est des serveurs, et que je fais le choix de faire du programme frais, mais c'est exactement dans cette logique-là. C'est pour dire au public, mais aussi pour dire aux relais d'opinion, et notamment à ceux qui votent la loi, notamment les lois de finances, qui vont venir amender le budget de l'audiovisuel public, de dire que l'argent que nous recevons, il est utilisé pour produire. Ce que je dis là reste quand même marginal. C'est-à-dire que, évidemment, comme n'importe quelle entreprise privée ou publique, on est invité dans un contexte économique que je ne vais pas résumer ici, que chacun peut vivre voilà, de sa fenêtre, à faire des économies, à rationaliser, à être un petit peu plus productif. On y arrive jusqu'à un certain point. J'ai envie de dire que pour ce qui me concerne, compte tenu des règles après qui nous gouvernent, sociales, les accords d'entreprise, etc., on est au taquet. Voilà. Alors, je veux quand même glisser 2-3 petites infos, après je vous repasse la parole. N'oublions pas non plus que les France Télévisions et France 3 est un média essentiellement journalistique. Tu disais tout à l'heure, on parlait du budget. La mission première est celle de l'information. Avec le risque, entre guillemets, que cela ne se resserre qu'autour de ce travail d'information. Avec un budget qui est un budget, donc une station régionale du genre 15-20 millions d'euros, qui est consacré à plus de 90% à la rédaction. Donc quand on parle de coproduction, documentaire et autres, ça se fait à la marge. Un média qui est identifié comme un média journalistique et de divertissement, évidemment, si tu y glisses un opéra à 20h30, tu rates ta cible parce que ton public, il n'est pas là. C'est comme si tu mettais une page du Monde Diplo en plein milieu du Républicain Lorrain, il y a des chances que les gens ne lisent pas. Parce que est-ce qu'il y a des gens du Républicain Lorrain? Il y a une espèce de gouffre éditorial entre ce que la chaîne a l'habitude de passer et la captation d'un opéra. Il y a une espèce de contexte défavorable. Donc je pense que c'est le genre d'expérience qui, évidemment, c'est bien que vous les meniez, mais elles sont tellement incohérentes avec l'ensemble de la ligne éditoriale que ça... Enfin, il ne faut pas s'arrêter au fait que... Non mais vous voyez bien, l'audience qu'on fait, ça nous confirme dans le fait que, bon, il faut bien le faire, parce qu'on n'oublie pas qu'on est le service public, mais il faut pas aller plus loin. Je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement-là, quoi. Voilà. Mais il faut... moi, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Il y a un moment donné, quand je parlais de la légitimité, donc notamment la légitimité du financement, il y a quelque chose qui est du ressort de l'acquiescement de ceux qui nous financent, les pouvoirs publics, de l'acquiescement de ceux qui nous financent, qui sont les contribuables, à dire on est OK pour contribuer à l'audiovisuel public, y compris peut-être d'ailleurs en montant la somme, parce qu'on ne l'a pas rappelé, mais enfin la redevance en France est quand même l'une des plus faibles d'Europe. On parlait de la BBC tout à l'heure, je pense qu'on est dans un rapport quasi du simple au double, ou en Allemagne. S'il n'y a pas cet acquiescement-là, cette question de la légitimité et d'espèce de rapport qualité-prix durée, audience, on n'en sortira jamais. Sur le divertissement, bon oui, l'éducation, etc., il n'y a pas marqué non plus qu'on ne doit pas faire de divertissement. Et on peut s'interroger aussi sur quelle forme de divertissement. Que je sache, sur France Télévisions, vous ne trouverez pas le juste prix, vous ne trouverez pas des choses comme ça. Je parle... Et la roue de la fortune, vous aurez du divertissement du jeu, par exemple,
C'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais on est plutôt dans le jeu de connaissances. Si je parle de la chaîne que je connais mieux qui est France 3, pas des aficionados, question pour un champion, cela, des chiffres et des lettres, ça existe. Ouais, non, quand je parle de divertissement, je ne parle pas uniquement des émissions de divertissement, je parle d'un climat général sur l'antenne. Hein. Ça touche le journal, ça touche les documentaires, etc. On a eu un rapport très positif dans notre coopération, moi en tant que documentariste, toi en tant que directeur d'antenne, mais j'ai eu affaire à des directeurs d'antenne qui me parlent d'un documentaire comme d'une émission de divertissement. Donc je ne parle pas des jeux. Après, c'est la culture des individus qui peut faire la différence. Mais non, la couleur d'un média. Mais ce qu'on peut, la réflexion me vient dans notre échange, on parlait de concurrence tout à l'heure, et on nous dit finalement quelque part que plus il y a de chaînes sur le marché, appelons ça un marché, c'est encore un vilain mot, mais quelque part c'est ça, puisqu'on parle de ressources publicitaires, plus il y a de chaînes, c'est un gage de diversité. Parce que quand vous avez 21 chaînes, vous allez voir 21 choses différentes. Et vous vous apercevez en fait que plus il y a de chaînes, plus vous voyez la même chose. Et que quelque part, cette uniformisation, cette standardisation, cette course à la ressemblance, à la décalcomanie, elle envahit, évidemment, également le service public, on ne peut pas le nier. Alors, même si la différence se fait, encore une fois, me semble-t-il, passer une journée devant France 3 ou France 2, passer une journée devant TF1 ou M6, vous allez quand même, me semble-t-il, et reconnaissez-le, voir la différence. Alain. Oui, pour revenir sur la présentation générale qui a été faite entre France 3, chaîne nationale à dimension régionale, et les chaînes de service local à vocation de porter sur un niveau territorial plus grand. Je crois qu'un des problèmes, c'est que France 3, quel est le temps d'espace consacré au régional et à la production, à l'information régionale sur les 24 heures de diffusion d'une chaîne comme France 3, qui est en totale opposition avec ce que font les chaînes locales. C'est-à-dire que là, il y a un croisement complet, quoi. Bon, le temps global de toutes les émissions régionales, c'est 11%. C'est-à-dire que l'ensemble des stations de France 3 donnent à l'antenne 11%, c'est-à-dire que, sans être excessif, on peut dire effectivement qu'il y a une sous-productivité et qu'il y a une gabegie du point de vue de la non-utilisation des moyens disponibles. Mais moi, je voudrais revenir un tout petit peu plus loin, parce que plutôt que de faire le procès de France 3, le véritable procès, c'est celui des politiques. Premier élément, l'identification dans le code de France 3, l'identité de France 3, c'est quoi selon les politiques? Je vous le donne en 1000. C'est une approche positive et bienveillante, et le développement au sein de ces programmes des valeurs de proximité et de partage. Je veux dire, mais si je donne ça à commenter à des étudiants de première année, ils ont compris que c'était aberrant. Je définis une chaîne France 3 à partir des concepts. Je suis désolé de dire ça. Ça, c'est pas France 3. C'est les politiques qui disent c'est quoi l'identité de France 3. Je répète, c'est le dernier c'est une approche positive et bienveillante. Et développer les valeurs de proximité et de partage. De qui se moque-t-on? Deuxième élément, les politiques, parce que, in fine, c'est quand même les politiques qui décident. Alors, mon propos va vous paraître comme populiste, sûrement, mais à mon âge, je me moque éperdument de ce genre de regard. On parle de service public. En 1986, lorsqu'est privatisé TF1, c'est la notion même de service public, cas unique en Europe, qui disparaît du droit français. Que d'ailleurs, la plupart des professionnels n'ont même pas observé, parce qu'on a des crampes, des crampes mentales qui font qu'on continue de la même manière qu'en matière de radio. Il y a des gens qui continuent de parler de dérogation, qui est un système qui est terminé depuis 82, mais qui dit toujours on est en dérogation de service public. Or, en 1986, pour des raisons qui seront trop longues d'expliquer, on évacue la notion de service public de la loi pour ne maintenir qu'une seule notion qui n'est pas la même chose, qui est secteur public. Secteur public, ça veut dire propriété publique du capital. Puisqu'à l'heure où nous vous parlons, les chaînes dont il s'agit sont des chaînes avec une organisation de société anonyme de droit privé. De droit privé. Ça, il faut le rappeler. Eh bien oui, ce sont des sociétés nationales de droit privé, dont on va les ranger parmi les catégories du droit privé, mais à capital public uniquement État, 100% du capital. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là en 86? Eh bien on dit oui, il y a des chaînes de secteur public, puisque le capital est public, c'est l'État, mais il n'y a plus de service public du tout.
Et moi qui vous parle, je peux vous dire que des années après, en 89, il y a une loi, une nouvelle loi, et j'élabore pour un groupe politique un amendement qui demande le retour à la notion de service public. Vous pouvez vérifier au JO, pour vous donner la référence, elle est dans plusieurs de mes bouquins. La ministre de la Communication à l'époque s'appelle Catherine Tasca, elle n'est pas au Front National, elle n'est pas à l'UMP, elle est ministre socialiste. Et que dit-elle? Elle répond à l'amendement, je cite, que la télévision, ça n'est pas une affaire d'administration, c'est une affaire d'entreprise. Et donc, allez vous faire voir, il est hors de question de réintroduire la notion de service public dans la loi, parce que selon la ministre de la Communication de l'époque, service public, ça veut dire administration, donc on ne peut pas un amendement refusé. Il faudra attendre, tenez-vous bien, la loi de 2000 pour que la notion de service public revienne en cause. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, encore une fois, comme dans toutes les pathologies, vous ne découvrez pas un beau matin que vous êtes malade. Moi, j'ai fait un infarctus. Je sais pourquoi. On va dire, pouf, il a un infarctus, c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'il a fait auparavant? Eh bien, l'état dans lequel se trouve la télévision publique en France est évidemment le produit de toute une série d'inadvertances, de politiques publiques totalement calamiteuses, dont je pense qu'elles continuent aujourd'hui. Par exemple, la question du pluralisme. Il y a beaucoup d'études qui sont parues récemment qui montrent comment le pluralisme politique, qui devrait être un des fers de lance de la télévision publique, pas de France 3 en particulier, mais globalement de la télévision publique, aujourd'hui est totalement capté par les tenants, en gros, du même discours néolibéral. C'est pas moi qui parle, il y a une publication récente, tenez-vous bien, du CEVIPOF, c'est-à-dire de Sciences Po Paris, qui n'est pas un lieu de la contestation, c'est un lieu pratiquement du consensus. Mais trop c'est trop, ils sont eux-mêmes gênés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez, je pense qu'il y a une délégation régionale de l'INA aujourd'hui avec le numérique, c'est facile, et vous allez voir qui invite M. Calvi. C'est le service public, France 5. Toujours les mêmes. M. Eli Cohen, en 2012, 43 passages à l'antenne. Frédéric Lordon, combien de passages? Un passage. Bien, moi je me dis tranquillement que si le service public, c'est pour avoir ce pluralisme avec tous les jours de Eli Cohen et des gens qui sont dans tous les conseils d'administration des multinationales et qui pensent que, hors l'austérité, point de salut, pour ma part, et moi qui n'ai aucune appartenance politique et aucune appartenance syndicale, je dis c'est pas ça le pluralisme, je suis désolé. Et donc il y a une responsabilité politique majeure qui, de mon point de vue, je fais court, vient de plusieurs éléments. Premier élément, c'est que pour connaître beaucoup de politique, je suis sûr de ne pas être démenti, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne passent pas beaucoup de temps pour regarder les programmes de télévision parce qu'ils ont autre chose à foutre et que la télévision ne les intéresse réellement que lorsqu'ils sont eux-mêmes à l'écran. Pardon, je sais que mon propos peut être mal interprété, mais la vie d'un politique, en fait, c'est ça, c'est de considérer que nous sommes en présence d'un instrument et pas d'un lieu de culture. Je connais beaucoup de politiques, y compris parmi mes amis, ils n'ont pas une soirée par semaine où ils s'installent dans leur sofa pour dire tiens, je vais regarder les programmes de télé. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. D'autant que, deuxième élément, cumul des mandats. Et là, je reviens à la question de la télévision régionale. Le cumul des mandats qui continue d'être défendu, nous sommes le seul pays d'Europe où le cumul des mandats existe encore, c'est-à-dire sont les mêmes qui parlent au nom de l'État et des collectivités territoriales. Eh bien, quand vous êtes un élu et que vous pensez que même au plan local, votre légitimité est nécessairement nationale, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas, évidemment, de culture de décentralisation ou de régionalisation dans les médias publics ou même privés. Puisqu'en réalité, votre propre légitimité, elle est nationale et que vous n'arrivez même pas à penser la dichotomie entre le local et le national. C'est-à-dire dire, ben, il faut que je sois à Paris pour pouvoir faire avancer les dossiers. Et du coup, on retrouve cette duplication dans l'organisation de la télévision publique régionale, où en effet, d'après ce qu'on me dit, là, vous êtes mille fois plus compétent que moi, il y a quand même des problèmes psychosociaux dans la plupart des rédactions. Je lisais récemment qu'il y a un taux d'abstention du fait de maladies extrêmement graves dans les stations. Quand on est à 20%, c'est le cas actuellement, pardonnez-moi, je viens de vérifier à Toulouse, 20% de manière récurrente d'abstention parce que les gens sont en déprime, sont malades, pour des raisons que je ne conteste pas. Ça veut dire qu'il y a quand même un sacré malaise. Et donc, encore une fois, il y a des moyens énormes sous-employés. Donc la question, elle m'arrête là, c'est
après avoir fait l'état des lieux que nous avons fait, c'est quoi les solutions? Oui, je crois qu'il faut qu'on en arrive là parce qu'il est encore moins le quart. Et on n'a pas du tout effleuré la question du numérique, qu'on ne pourra malheureusement pas traiter aujourd'hui, puisque le numérique change totalement la donne de ce dont on est en train de parler, mais malheureusement, ce sera pour l'édition prochaine de cette manifestation. Madame? Oui. Juste, je suis la déléguée régionale de l'INA, Oui. donc concernée par les missions de service public et observatrice depuis de nombreuses années des différentes acceptations qu'on peut en donner et au quotidien de comment ça se traduit dans le travail au quotidien. Il y a une chose que j'aimerais apporter en complément de ce qui a déjà pu être dit, c'est que pour moi, la force aussi et la grande nécessité de maintenir ces missions-là, c'est que ça permet aux chaînes ou à des organismes comme l'INA de travailler sur du long terme, de porter des investissements, et là on arrive au numérique, de prendre des risques, alors que ce soit par exemple dans des choix de coproduction en donnant des chances à des jeunes auteurs, c'est prendre un risque quelque part. Et là, à mon sens, le service public, qu'il soit en télévision locale ou en télévision régionale, joue son rôle et le joue pleinement. Et quand il ne le joue pas, on sait le lui rappeler, je pense. Le service public permet aussi des comportements qui disent on n'a pas que le coût et le rapport financier dans l'objectif. On a conscience de pouvoir et de devoir faire autre chose. Donc, on peut s'autoriser à prendre des risques parfois, parce qu'on peut le faire économiquement. Et ça, c'est extrêmement important. Ça n'est pas visible. Si je le dis, Olivier, c'est pour compléter ce que tu as dit. Il faut faire savoir un certain nombre de choses. À l'INA, par exemple, on a pris énormément de risques au début de la numérisation. Quand on a lancé notre plan de sauvegarde dans les années 99, on a pris énormément de risques techniques. Les solutions techniques n'existaient pas sur le marché. Personne d'autre que l'INA n'aurait pu prendre ces risques. On les a pris, on a réussi, c'est bien. Ces technologies et ces savoir-faire qu'on a bâtis, on les porte à l'étranger. Mais ça, on n'aurait pas pu le faire si on avait été du privé. Si on avait eu une direction privée, on nous aurait dit non. On a pris beaucoup de risques techniques et on a pu le faire parce qu'on avait un plan de financement sur du long terme qui s'inscrivait dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens qui nous a permis de le faire. Et ça, cette mécanique-là, elle est très très importante. Elle est à l'œuvre, elle est peu visible, mais elle est extrêmement importante. Et ça, à mon sens, c'est une chose qu'on oublie quand on parle de service public. C'est un filet, c'est un maillage qui permet d'asseoir des choses et des actions, que ce soit de produire, de prendre des risques en production. Et là, on a deux beaux exemples. On sait que les chaînes qui sont là prennent des risques. Et quand on est un privé, on prend un risque si on est sûr derrière qu'il y a de l'argent qui rentre. Non, ça, c'est vraiment important. On est Il bien faut sûr d'accord avec vous. qu'on l'ait à l'esprit et que ça se sache au niveau des citoyens. Parce que je suis comme Olivier, c'est une des choses qu'il faut qu'on dise pour que les gens comprennent aussi à quoi sert l'argent public dans des lieux de travail qui sont financés par l'argent public. À condition qu'il y ait une exigence forte à l'intérieur de ces entreprises de service public. Bien, je propose... Ah oui, alors, une question? Il y a quand même quelque chose, parmi les quatre intervenants, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a eu les mots rendement et rentabilité, et ça m'a fait un petit peu mal aux oreilles quand même, parce que je pense quand même que lorsqu'on parle de rendement et de rentabilité, on est plutôt du côté de la télévision commerciale, donc, il me semble, quoi. Il y a obligation d'utiliser à bon escient l'argent public. Bien sûr, mais le vocabulaire aussi, il est quand même... Bon, oui. C'est lui qui a commencé. Hein. C'est vrai. C'est lui qui a commencé. Effectivement. Mais appelons ça éventuellement une gestion en bon père de famille, si vous voulez. Mais l'idée, effectivement, c'est de ne pas être dans la gabegie, parce que c'est aussi un autre mot qui a été employé et qui peut quand même faire mal à vos oreilles, à vous aussi, parce que vous êtes contribuable également. Donc non, on ne va pas s'écharper sur les mots, mais effectivement, je pense une gestion saine. Voilà, il y a de très bonnes choses voilà. sur le sujet d'un rapport de travail. Il y a vraiment allez voir. Donc dernier tour de piste de cette matinée. Oui. Je voulais poser une question. Oui, vas-y. On commence à aborder le problème politique en fait. Et on est dans des journées professionnelles, il y a beaucoup d'auteurs, réalisateurs, producteurs qui sont dans la salle, qui ont de plus en plus de mal à produire, et il y a beaucoup aussi d'étudiants de l'UECA qui
qui ne se décide pas au métier du journalisme, mais plutôt au métier de production, réalisation audiovisuelle, de documentaire, de fiction. Qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, enfin, je vais poser la question d'abord à Dominique Renaud pour le GIE. Qu'est-ce qu'il faudrait que les politiques fassent pour que le GIE puisse enfin, j'espère que les représentants de la région Lorraine, par exemple, sont là et écoutent, qu'est-ce qu'il faudrait pour que voilà, le GIE puisse devenir, comme François, un véritable acteur de la coproduction audiovisuelle en Lorraine, de service public. Il faudrait de l'argent. Et c'est tout. Mais là, on en est au cœur de la place des collectivités dans l'économie de la filière. C'est-à-dire qu'on est à Épinal aujourd'hui, on y était hier déjà. Hier soir a été annoncé, réaffirmer cette notion de pôle image, avec ses deux pattes, le volet culturel et le volet cluster. Donc c'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus, l'économie et le culturel sont complètement liés. Le culturel, en France, je suppose que c'est une réalité, a une grande dépendance par rapport aux politiques mises en place par les collectivités. Et aujourd'hui, même si ça peut heurter, dire que certains termes de rentabilité, de retour sur investissement, c'est quelque chose que les collectivités sont obligées de prendre en compte. La notion de risque existe toujours. C'est-à-dire qu'il y a des prises de risque qui sont prises par certaines collectivités. Ça marche pas. Si vous avez lu Vosges Matin aujourd'hui, il y a tout un article justement sur le pôle image, avec, on cite une société qui est Spinal Image, qui a été la première société qui est venue s'installer à Épinal il y a 5 ou 6 ans, dès qu'il y avait 16 personnes salariées, aujourd'hui il n'y en a plus qu'une. La collectivité a investi énormément dans cette entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui on va reprocher à la collectivité d'avoir investi? Peut-être oui. On va lui dire, vous n'auriez pas dû. Dire que la région Lorraine n'aurait pas dû investir dans par rapport à un avion qui aurait... Voilà. Non, on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû parce que ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on aurait dit, ouais, c'est formidable. Je veux dire que vous avez bien fait de faire ça. Donc ça veut dire que il y a quelques années, ce discours, on l'aurait peut-être beaucoup moins tenu, parce que cette notion de risque était moins présente, parce qu'on avait peut-être aussi plus d'argent, donc ça se voyait moins quand il y avait des échecs. Aujourd'hui, l'échec, il est présent, donc il peut avoir des répercussions immédiates. Donc pour en revenir à la question, c'est dire que le GIE, c'est une question que je me pose, de la même façon qu'Olivier dit qu'il gère de l'argent public, j'en gère aussi. Et nos relations, Olivier a aussi parlé de nos relations dans le domaine de la coproduction. Olivier a plus de moyens, France 3 a plus de moyens que Vosges Télévisions à investir dans la coproduction. Donc quand on m'interpelle par rapport à certaines coproductions, je me pose à chaque fois la question. Je me dis, mais attends, t'amènes quoi? Bien que t'amènes... quelquefois, j'amène véritablement quelque chose. Je peux amener des moyens matériels, des moyens financiers. Je dis que l'investissement maximum qu'on a dû faire, ça doit être 2500 €. Si on a fait 5000 € à un moment parce que on avait réussi à dégager un peu d'argent. Chaque fois qu'on a réussi à mettre du numéraire dans une coproduction, c'est parce qu'on nous a amené récupérer cet argent par ailleurs, soit par du privé, soit par du public. Je veux dire que là aussi, les collectivités, quand on dit la région devrait mettre à disposition un fonds du GIE Lorraine Télévisions pour que le GIE investisse dans des coproductions avec des maisons de production Lorraine par exemple, oui, on pourrait le prendre sur le fond. Je dis qu'on pourrait simplement faire un jeu d'écriture. Le fonds qui était augmenté, on l'aurait augmenté un tout petit peu moins. On en aurait mis sur le GIE, avec obligation, bien sûr. Je dis que ça ne faisait que transiter par le GIE pour repartir dans la même économie. Mais en transitant par le GIE d'argent public, ça devenait de l'argent privé. Déjà, je dis que voilà, c'est le mode de fonctionnement français, ça. Donc,
mais il y a un questionnement perpétuel par rapport à ça. C'est-à-dire que, au bout, il y a des choses dont on a peu parlé ici. Dire que ce sont des œuvres. Dire que ce sont des programmes. Et je pense que quels que soient les défauts qu'on puisse avoir dans notre mode de gestion, dans nos choix, etc., de temps en temps, je veux dire, on se dit non, mais là on a bien fait. Parce que on voit sur petit écran ou sur un grand ce soir, je vais découvrir donc un film pour lequel on a joué un petit rôle. Et que si on n'avait pas été là, cette œuvre elle n'aurait pas existé. Mais enfin, voilà, on n'est pas dans quelque chose, c'est pas quelque chose de carré en disant bah, voilà, c'est pas difficile, on prend de l'argent là, on le met là, on le réinvestit et ça va générer quelque chose. Je pense que votre rôle aussi, il est hyper important. Si c'était facile, peut-être qu'on aurait peut-être moins de bons films. Je pense aussi que les difficultés obligent aussi à être plus performant. Je veux dire qu'on a un autre mot peut-être qui va choquer. Je veux dire, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit exigeant. Même avec les moyens dont disposent des chaînes locales, je pense que si Vosges Télévisions en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une exigence c'est la culture maison. C'est pas la culture du directeur, c'est la culture de l'ensemble de l'équipe de Vosges Télévisions, à tous les niveaux. Donc c'est ce qui nous permet d'avancer, avec des moyens quelquefois qui soient limités, avec des questionnements qui sont perpétuels. On va parler du numérique si on en a encore 5 minutes. C'est un questionnement qui est bien sûr omniprésent. Mais enfin, je ne réponds pas totalement à la question, mais c'est vrai que d'une manière simple, c'est pas difficile, hein, que pour que le GIE puisse exercer une fonction plus importante dans le domaine de la production, bah, il suffit qu'on nous dote d'un fonds comme Destination Bretagne a été doté d'1 million d'euros par la région Bretagne. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est sûr que derrière, ça ira. Mais il faut aussi que du côté des télévisions locales, qu'on s'en donne aussi un peu les moyens. Ça peut pas être... et là, à l'heure actuelle, on en est... Voilà, on essaie d'y arriver et d'ici quelques années, ça ira. Bon, Anthony, il nous reste combien de temps 5 minutes. 5 minutes. Bon, bah, je ne sais pas quoi faire en 5 minutes. Disons que quand même la question là, c'est que il y a eu la mission de Russie. Donc la mission de Russie, c'était une chargée de mission, une ex-cadre de la chaîne, enfin toujours cadre de la chaîne, je crois. Non. Russie a été responsable de la communication de France 3, directrice en Pas-de-Calais, elle a été directrice du réseau France Bleu. Voilà, donc missionnée par le ministère de la Culture pour tracer des contours, enfin, et rendre une mission au futur président de France Télévisions sur la régionalisation de France 3. Donc il y a différents scénarios qui se profilent, il y a eu des consultations, nous en Bretagne on a travaillé sur le sujet, on est en train de faire une restitution. Quels sont les scénarios pour l'avenir? Mais là, malheureusement, on ne peut absolument pas aborder les questions. Je rappelle que Serge Rebourg avait parlé du temps béni de 1982, loi Philippe, où on avait pensé la régionalisation de France 3, parce que j'ai plus de micro. La régionalisation de France 3, ça serait... Le service public vient à ton secours. Merci. Ça serait effectivement de créer des chaînes de plein exercice, mais il faut savoir que la création de chaînes de plein exercice telles que c'est vécu en Bretagne, par exemple, ça veut dire disparition instantanée des chaînes locales, parce qu'en termes d'économie, ce n'est pas compatible. Les chaînes locales qui sont dans une économie très précaire ne peuvent espérer un avenir que dans le développement d'un marché publicitaire. Si France 3 se régionalise, il n'y a plus de marché publicitaire pour les locales. Donc on est vraiment dans des vraies difficultés de co-construction, et s'ajoute là-dessus le fait qu'on est en train de changer de monde. C'est-à-dire que la télévision telle qu'elle a existé va disparaître, et la façon de s'adresser au public est en pleine mutation, et ça c'est un autre chapitre qu'on ne peut malheureusement pas traiter ce matin. Je passe la parole. Oui, juste pour terminer, pas par une pirouette, mais pour quelque chose qui peut effectivement donner le vertige par rapport à ce monde en complète transformation que nous vivons. À France 3 Lorraine, on a fêté en décembre 50 ans de télévision régionale, donc ça commence à faire quand même. Hein. Bon, voilà. On a parlé tout à l'heure des 3 chaînes, le monopole service public, les activités régionales, partout. Et il est 10h59, à 11h00, il y aura eu 100 heures de vidéos mises en ligne sur YouTube. En 1 minute. En 1 minute. Alors, bien sûr, il y aurait 50 heures de vidéos de chats, d'accord. Mais n'empêche.
ça donne effectivement le vertige. Alors évidemment, c'est pas de la télévision, mais c'est de l'image. Tout le défi effectivement qui nous attend aujourd'hui, c'est de savoir comment nous on intègre ça, parce que derrière ça il y a des usages évidemment. C'est je produis de la vidéo, je la mets en ligne, je la consomme. Voilà, donc comment on accompagne nous en tant que télévision ce courant-là, comment on y participe. On ne va pas le développer là parce qu'il faudrait 2-3 heures encore devant nous, mais c'est absolument vertigineux. Et puis voilà, cet objet qu'on appelait une télévision, qui est un meuble, un truc bête, quoi. C'est aussi bête qu'un grille-pain à l'origine, quoi. On appuie sur un bouton, ça s'allume, il y a des trucs dedans, quoi. Comment effectivement aujourd'hui ça devient un média très très interactif, très très participatif, donc avec des notions de deuxième écran, mais je vous rassure qu'on expérimente avec assez de succès, me semble-t-il, à France Télévisions. Voilà. Oui, mais écoutez, c'est vrai que cet avenir aujourd'hui, il n'est pas immédiat. Il faut quand même se dire que même si on a de nouveaux usages qui apparaissent, on est encore avec une majorité d'une génération qui fait partie de la vieille école, entre guillemets. C'est-à-dire que, et même certaines études montrent que le téléviseur dans le salon, il n'est pas prêt de disparaître totalement. Ça veut dire que tout ne va pas être révolutionné. C'est sûr qu'il faut qu'on s'y prépare, qu'on se prépare tous à ces mutations, voilà, avec des moyens un peu différents. France Télévisions, peut-être. On profitera des réflexions de France Télévisions pour essayer de trouver des choses au niveau des télévisions locales pour être toujours là dans 5 ans. Oui, je voudrais dire deux choses. La première, pour souscrire à ce qui vient d'être dit, je ne pense pas pour ma part qu'il y aura la mort de la télévision. C'est le titre d'un bouquin de M. Missika qui enfile des perles qui sont totalement, à mon avis, non crédibles. Ce que nous apprend notamment l'histoire des techniques, y compris l'histoire de l'art, c'est que chaque innovation technique, évidemment, vient faire évoluer globalement les offres, mais qu'il n'y a jamais de substitution pure et simple. Moi, je donne à mes étudiants à Sciences Po Toulouse des textes à commenter de manière systématique, qui annoncent par exemple que lorsqu'on a inventé la photographie, il n'y aurait plus de peinture. Des gens sérieux, des anthropologues, des sociologues. Lorsque la télévision apparaît, on dit c'est la mort du cinéma. Pourquoi les gens iraient-ils payer dans des salles les films qu'ils vont recevoir à la maison? Le cinéma n'est pas mort et il se porte plutôt mieux de ces quelques années qu'il y a 10 ans. Et la télévision finance bien le cinéma. Et évidemment, la télévision finance le cinéma. De la même manière, quand la télévision est arrivée, on a dit la radio c'est fini, puisque c'est quoi la télévision? C'est de la radio à laquelle on a ajouté des images. Bon, on pourrait multiplier. L'histoire montre qu'il n'y a jamais de substitution pure et simple. Le deuxième élément, c'est les chiffres qui sont produits par l'Observatoire européen de l'audiovisuel et qui montrent que le temps passé devant la télévision n'a pas baissé et qu'il a encore augmenté cette année selon... Alors il faut varier selon les pays, mais c'est parfois de 2 minutes, de 3 minutes, etc. Alors certes, les usages ont changé, les modalités en termes d'horaire, etc., la télévision de rattrapage, etc. Bon, d'accord, les modalités ont changé, mais je ne crois pas que globalement, la télévision, elle va évoluer, mais elle ne sera pas morte. L'autre élément qui est tout à fait important, c'est finalement quels sont les médias qui sont aujourd'hui prescripteurs sur l'état de représentation du monde. Et là, il y a toute une série d'études récentes qui montrent que sur tous les problèmes nationaux ou internationaux, finalement, c'est pas Internet, moi qui suis un usager quotidien d'Internet comme universitaire, je ne pourrais plus travailler évidemment sans Internet, mais les représentations dominantes aujourd'hui, par exemple sur l'Ukraine, ça vient d'où? Ça vient globalement d'abord de la télévision. Et la plupart des sites sont finalement des reprises, des déclinaisons, des représentations dominantes qui sont données par les télévisions. Et dernière chose que je voudrais dire, là je sors du sujet, parce que c'est un problème que nous n'avons pas abordé, qui me paraît quand même lié à la fois à la question des singularités de l'audiovisuel et de l'audiovisuel public en France, et de la question de la régionalisation ou de la décentralisation. C'est le fait qu'en France, contrairement à tous les autres pays européens, il est interdit aux opérateurs, aux diffuseurs, de produire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une chaîne comme la BBC
tient plus de 25% de ses ressources d'émissions que la BBC a produites et qu'ensuite elle a vendues. Or, pour des raisons qui seraient trop longues d'évoquer à l'heure qu'il est, la France a voulu se caler non pas sur le modèle de la Grande-Bretagne, mais sur le modèle américain de séparation entre la production et la diffusion, modèle qu'entre-temps, évidemment, les Américains ont abandonné, à l'heure où je vous parle, dont la France est le seul pays dans lequel on ne peut pas produire la production lourde en interne. Alors évidemment, ça pose un problème financier énorme pour France Télévisions, puisque nous avons tous évoqué les questions des difficultés de financement. Projetez une minute le modèle de la BBC et dites-vous que 25% des ressources pouvaient venir des programmes qui ont été, ce qui est quand même assez fou, des programmes qui sont financés par les chaînes publiques, par France 2, par France 3, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, parfois à hauteur de 70, 80, 90%, et qui n'a aucun droit ensuite sur la vente de ces programmes. C'est un système complètement fou. Alors dans la dernière loi du 15 décembre 2013, il y a un amendement qui a finalement été adopté et qui prévoit, mais les décrets ne sont pas sortis, que éventuellement, à partir du moment où les chaînes ont financé une part substantielle, c'est le mot utilisé, qui serait de l'ordre de 70%, je rappelle qu'il y avait auparavant un rapport sénatorial qui avait dit 30%, aujourd'hui on est monté à 70%, il y aurait éventuellement des droits pour la chaîne qui a financé. Donc là, à mon avis, il y a éventuellement une clé en termes financiers. Mais deuxième élément, quel rapport avec la télévision régionale? Ça, j'ai mis plus de temps à le comprendre. Mais mes dernières réunions, notamment dans le cadre de réunions qui sont dans le sillage de la mission Russie, m'ont permis de mieux comprendre quelque chose que je n'avais pas perçu. C'est le poids de lobbying considérable des producteurs, qui précisément sont tous des producteurs parisiens, dont le dernier rapport de la Cour des comptes, pour le critiquer, montre qu'il y a en réalité à peu près, pour France Télévisions, 130 sociétés de production privée qui vivent essentiellement avec les commandes de France Télévisions, cas unique en Europe, puisque la BBC travaille avec 8 opérateurs privés, l'ARD ou la ZDF en Allemagne à peu près, et sur les 130, il y en a une trentaine, disons, qui ont des rentes de situation tout à fait extraordinaires, et qui évidemment sont des producteurs parisiens, et qui sont évidemment, par principe, ce qui est facile à comprendre, totalement opposés à une logique de décentralisation ou de régionalisation, qui soit, évidemment, tournerait directement à leur détriment, soit leur demanderait un déploiement de moyens considérables qu'ils n'envisagent pas. Et je crois que cet élément, qui est un pur élément de lobbying, de rapport de force économique, qui en tant qu'observateur, moi, m'avait, je dois le dire, assez largement échappé, me paraît évidemment être une difficulté tout à fait significative. Merci Philippe Lorraine.